c'est-à-dire les notions de base que nous aurons besoin par la suite dans le cadre de ce module. Allez, on commence. Alors, tel que je l'avais dit la fois passée, pour étudier un langage, n'importe quel langage d'une manière générale, on commence toujours avec le niveau alphabet. Si vous vous rappelez, pour apprendre le français ou l'arabe lorsqu'on était à l'école primaire, nous avons toujours commencé par le niveau alphabet. Donc, pour étudier un langage, n'importe quel langage d'une manière générale, on commence toujours avec le niveau alphabet. Allez, c'est quoi un alphabet? C'est quoi un alphabet d'une manière formelle, d'une manière exacte? Un alphabet X, et on le note X, déjà essayez d'adopter cette convention. Donc, toujours l'alphabet, on va le noter X, un grand X. Donc, un alphabet X est un ensemble fini et non vide. Les éléments de cet ensemble sont appelés des lettres ou des symboles. D'accord? Donc, un alphabet, c'est un ensemble fini, c'est important, et non vide. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait au moins un élément. Les éléments de cet ensemble, on va les appeler soit des lettres, soit des symboles. Exemple, par exemple, nous avons l'alphabet binaire. Lorsque nous sommes en binaire, les deux lettres, les deux symboles qu'on va utiliser, c'est 0 et 1. Donc, dans ce cas, X, c'est 0, 1. Donc, l'alphabet se réduit à deux éléments, 0, 1. Par exemple, lorsque nous sommes dans le système décimal, l'alphabet, ça va être de 0 jusqu'à 9. On aura 9 symboles, 10 symboles plutôt, de 0 jusqu'à 9. D'accord? Par exemple, nous sommes dans le cadre des gènes ADN. Si on fait de la bioinformatique, par exemple, l'ADN, il y a 4 symboles pour l'ADN. Donc, A, T, C, G. Dans ce cas, l'alphabet de l'ADN est composé par 4 éléments ou bien 4 symboles. D'accord? Si nous sommes, par exemple, dans le cadre des expressions arithmétiques, dans le cadre des mathématiques, donc l'alphabet, dans ce cas, ça va être le plus, moins, multiplication, division, c'est-à-dire les symboles des opérations, les parenthèses et les chiffres. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, l'alphabet, elle est composée des caractères spéciaux qui représentent les opérations plus les chiffres. D'accord? Donc, l'alphabet, c'est un ensemble fini. Chaque élément s'appelle lettre ou symbole. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau. Donc, le premier niveau de l'étude de n'importe quel langage, c'est le niveau alphabet. Allez, on monte au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau des mots. C'est quoi un mot? D'accord? La définition formelle. Un mot sur un alphabet X. Première remarque. Déjà, on ne parle pas de mots dans l'absolu. D'accord? Tout mot est défini par rapport à un alphabet X. D'accord? Donc, un mot sur un alphabet X est une suite finie, éventuellement vide, ça c'est nouveau, éventuellement vide, d'éléments de X. D'accord? Donc, un mot c'est quoi? On prend des éléments de X, nous avons l'ensemble X, l'ensemble de l'alphabet, on prend des éléments de X, on va les combiner entre eux pour avoir des mots. D'accord? Exemple, si l'alphabet est 0, 1, par exemple, nous sommes dans le système binaire, quels seront les différents mots qu'on peut composer à partir de cet alphabet? Par exemple, j'aurai le mot 0, 1, 0. D'accord? 0, 1, 0, c'est une combinaison entre les lettres de l'alphabet. Dites-moi, combinaison ou bien quoi? Pour vous impliquer avec moi? Une suite. Une suite, voilà. Donc, une suite d'éléments de X. Par exemple, 0, 1, 0, c'est un mot, premier mot. 1, 0, un deuxième mot. 0, 0, troisième mot. 1, 0, 0, etc., etc. Même le 0 lui-même, c'est une lettre, mais il peut être considéré comme étant un mot composé d'une seule lettre. Donc, le mot 0, c'est un mot valide. Le mot 1, composé d'une seule lettre 1. D'accord? Ça pour le cadre binaire. Si nous sommes dans le système ADN, par exemple, pour représenter les gènes de l'ADN, par exemple, le ATTGCT, ça c'est un mot. Donc c'est une combinaison, un ensemble de lettres pour former un mot. Donc ça c'est le premier mot, ça c'est le deuxième mot,
Ça, c'est le troisième mot. Même le mot A. Le mot A, c'est un mot composé avec une seule lettre. D'accord? Le G, c'est un mot composé d'une seule lettre. Si nous sommes dans le système, dans le cadre mathématique pour représenter les expressions arithmétiques, alors 5 plus 3, c'est un mot. Comment on l'a obtenu? En combinant justement, en combinant la lettre 5 avec la lettre plus, avec la lettre 3. D'accord? Parce que les trois éléments sont des lettres de l'alphabet ou bien des symboles. 7 multiplication 3 fois, ça c'est un mot, c'est une combinaison de lettres, etc. Même le mot zéro lui-même, c'est un mot composé d'une seule lettre ou bien d'un seul symbole. D'accord? Pareil pour un. Donc je répète, un mot sur un alphabet X est une suite finie. C'est une suite finie. D'accord? Un ensemble, un nombre fini d'éléments et éventuellement vide d'éléments de X, et je reviendrai sur la notion d'éventuellement vide. D'accord? Est-ce que vous suivez? Le son est bon, le partage est bon? Oui, monsieur, tout est bon. Parfait. Allez, notation. On revient à cette histoire du mot vide. Alors, nous avons dit que la suite est éventuellement vide. Quand est-ce qu'on parlera d'une suite éventuellement vide? Alors, pour un cas particulier de mots qu'on appelle le mot vide. Donc, le mot vide, c'est quoi le mot vide? Le mot vide, c'est une suite vide d'éléments. Donc, c'est une suite vide, une suite qui ne contient aucun élément. Et on va représenter cette suite par le symbole Y, d'accord? Et on va noter ça et on va le nommer dorénavant Y. D'accord? Donc, Y, c'est quoi? C'est le mot vide. Je sais, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez voir l'intérêt. Vous vous demandez, c'est quoi l'intérêt d'un ensemble vide? Eh bien, il y a un intérêt, on va le voir tout à l'heure. Essayez juste de comprendre c'est quoi le mot vide. Donc, le mot vide, c'est un cas particulier, un cas spécial de mots où ce mot-là n'est composé d'aucune lettre, une suite vide d'éléments. D'accord? Voilà. Alors, l'ensemble des mots formés à partir d'un alphabet X est noté X étoile. D'accord? Si nous avons un ensemble X, un ensemble d'alphabets X, toutes les combinaisons possibles et imaginables, on va les noter X étoile. D'accord? Donc, X étoile, ça va être toutes les combinaisons possibles sur X. D'accord? Exemple. Si vous prenez X égale A, un exemple très simple, d'accord? C'est-à-dire l'alphabet, mon alphabet est réduit à un seul élément. J'ai un seul élément, une seule lettre, un seul symbole. Donc, si X égale A, alors X étoile, c'est-à-dire l'ensemble des mots que je peux construire sur l'alphabet A, est défini comme suit. Alors, donnez-moi des exemples, s'il vous plaît. Donnez-moi des exemples. C'est-à-dire, quelles sont les différentes combinaisons que je peux faire sur l'alphabet A? Monsieur, le mot vide, A, 2A, 3A, etc. Très bien, très bien. Déjà, il y a le mot vide. D'accord? Il y a le mot vide. Le mot vide, il appartient à X étoile parce que c'est un mot qui n'est composé d'aucune lettre. Donc, je peux l'avoir dans X étoile, étant donné que X étoile, c'est tous les mots construits sur l'alphabet A. Donc, un cas particulier, Y. Maintenant, le premier mot, donc Y, c'est bon. Le premier mot que je peux construire, c'est A. Donc, un mot composé d'une seule lettre. Donc, un mot particulier, A. Deuxième mot, A. Je combine A avec lui-même deux fois. Donc, ça, c'est un deuxième mot. D'accord? 3A. A. D'accord? Donc, je vais composer le A avec lui-même trois fois. Je peux composer le A avec lui-même quatre fois. D'accord? Parce que je peux composer la lettre avec elle-même autant de fois que je veux. D'accord? Etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce que c'est un ensemble fini ou infini? Le X étoile. Infini.
Infini, tout à fait, infini. Donc, remarquez, rien qu'avec une seule lettre qui est A, je peux construire une infinité de mots. D'accord? Rien qu'avec une seule lettre, je peux construire une infinité de mots. Parce qu'à chaque fois, j'ajoute un A, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, X étoile, c'est toutes les combinaisons possibles à partir d'un alphabet X, qui est un ensemble infini. Par contre, X est toujours fini, l'alphabet est toujours fini. Par contre, X étoile est toujours infini, X étoile. C'est toutes les combinaisons possibles. Alors, maintenant, X plus. X plus, c'est quoi? Et l'ensemble des mots non vides, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles à part le Y. Donc ici, on ne considère pas le Y. X plus, c'est toutes les combinaisons possibles sur un alphabet A, à part le Y. D'accord? Alors, dites-moi si vous êtes en train de suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire comme remarque? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Allez-y. Allez, on va simplifier, on va vous aider. Quelle sera la relation entre X étoile et X plus? X plus est une partie de X étoile. Exact. X plus est une partie de X étoile. Plus de détails, s'il vous plaît. X plus, c'est X étoile moins le mot vide. Tout à fait. Soyons optimistes, il ne faut pas utiliser le moins. Inverse. X plus, X étoile, c'est X plus union Y. Exact, je préfère. Donc, X étoile, c'est X plus union Y. D'accord? Donc, X étoile, finalement, parce que X plus, c'est tous les mots à part Y. Si je leur ajoute Y, ça va donner X étoile. Donc, remarque, donc X étoile égale X plus union Y. L'union parce qu'il s'agit des ensembles. D'accord? Voilà. Remarque, donc il faut retenir que toujours X étoile et X plus sont des ensembles infinis parce qu'on envisage toutes les possibilités sur un alphabet X. Voilà. Ça, c'était la définition des mots. Maintenant, les opérations sur les mots. Les opérations sur les mots. C'est-à-dire, si je prends deux mots quelconques, comment peut-on les combiner entre eux pour éventuellement avoir de nouveaux mots ou bien les comparer, etc. Alors, les opérations sur les mots. Alors, première opération, c'est l'opération de la concaténation. C'est quoi la concaténation? Alors, W1 et W2. Et puisqu'il s'agit de notre première définition, alors on écrit W1 et on va le nommer oméga. Donc, dans le jargon de la théorie des langages, on parle de oméga. Donc, oméga 1 et oméga 2. Donc, soit oméga 1 et oméga 2, deux mots de X étoile, c'est-à-dire deux mots de l'ensemble des combinaisons. On définit la concaténation comme étant la juxtaposition de oméga 1 et oméga 2 et on la note oméga 1 concaténé à oméga 2 ou bien tout simplement on nomme, des fois on se passe du point. Alors, c'est quoi ça? La juxtaposition, c'est-à-dire je prends le mot oméga 1 et je lui ajoute le oméga 2. Je vais lui coller à droite le mot oméga 2 pour obtenir un troisième mot. D'accord? C'est une concaténation. On parle de concaténation, c'est-à-dire mettre l'un à côté de l'autre. Alors, ainsi, si oméga 1 égale de A1 jusqu'à AN, c'est-à-dire oméga 1 est composé des lettres A1 jusqu'à AN. D'accord? Et oméga 2 est composé des lettres de B1 jusqu'à BN. Aucune relation entre les A et les B, encore moins entre N et M. Aucune relation. Alors, dans ce cas, oméga 1 concaténé à oméga 2, on parle de concaténation, ça va être un mot, un nouveau mot, obtenu comme suit. Il est composé de A1 jusqu'à AN, et juste après, il y a B1 jusqu'à BN. On lui colle
le oméga 2 et j'obtiendrai un seul mot. D'accord? Donc, la concaténation de deux mots est obtenue en collant ou bien en ajoutant le deuxième mot au premier mot à droite. D'accord? Très simple. Alors, remarque. Epsilon, le mot vide, concaténé à oméga, n'importe quel oméga. Si vous prenez n'importe quel mot et vous lui ajoutez epsilon à gauche, sachant que epsilon est le mot vide, c'est-à-dire le mot qui ne contient aucune lettre. Donc, c'est exactement la même chose. Si vous donnez le mot oméga et vous lui ajoutez epsilon tout à fait à droite, et ça va donner oméga, c'est tout. Parce que epsilon, c'est rien. C'est l'ensemble, c'est une combinaison vide. Il n'y a aucune lettre. Vous prenez un mot quelconque et vous allez lui ajouter rien, ça donne toujours le même mot. Et ce rien, vous l'ajoutez soit à gauche, soit à droite, c'est la même chose. Donc, ça donne oméga. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Vous pouvez m'envoyer les messages par chat. C'est plus rapide peut-être, juste pour que je sache que vous êtes en train de suivre. Donc, si vous êtes d'accord, dites-moi epsilon est quoi dans ce cas? Il est quoi? Exact, Mélissa. Très bien. Neutre. Très bien, c'est l'élément neutre. D'où l'intérêt de epsilon. D'accord? Donc, epsilon, c'est l'élément neutre de la concaténation. D'accord? Parce que chaque opération possède son élément neutre. Pour l'addition, nous avons 0. Pour la multiplication, nous avons 1. Pour l'opération de concaténation, justement, nous avons besoin d'un élément neutre. L'élément neutre, c'est epsilon. D'où l'intérêt du mot epsilon. C'est pour avoir justement la notion de l'élément neutre et ainsi pouvoir par la suite appliquer des résultats mathématiques très intéressants. Voilà, donc vous avez vu l'intérêt de epsilon et vous avez bien compris c'est quoi epsilon. Donc epsilon, c'est un mot qui ne contient aucune lettre. La preuve, si je vais le concaténer à oméga, soit à gauche, soit à droite, ça va donner toujours oméga. D'accord? Voilà. La concaténation n'est pas commutative, vous l'avez deviné. Oméga 1, oméga 2 est différent de oméga 2, oméga 1. Prenez juste le cas le plus simple, par exemple oméga 1 c'est A, ou oméga 2 c'est B. Oméga 1 concaténé à oméga 2, ça donne AB. Par contre, oméga 2 concaténé à oméga 1, ça donne BA. Et AB est différent de BA. Donc, c'est différent. Faites attention. La concaténation n'est pas commutative. Par contre, elle est associative. D'accord? Si je prends deux mots, je vais leur concaténer le troisième à droite, ça revient exactement à concaténer le premier aux deux autres. D'accord? Et après le cours, vous pouvez prendre des exemples très très simples et vous allez vous rendre compte que cette opération, elle est associative, mais elle n'est pas commutative. OK. Donc ça, c'est la première opération qui est l'opération de concaténation. Très simple, il suffit juste de mettre un mot devant l'autre. Deuxième opération, s'il vous plaît, qu'on peut appliquer sur les mots. Deuxième opération s'appelle l'opération longueur. Donc, c'est quoi la longueur d'un mot? On appelle longueur d'un mot oméga sur un alphabet X la somme des occurrences des différents symboles le constituant. D'accord? Alors, si vous avez un mot, par exemple, un mot AAB, dites-moi, combien y a-t-il de lettres dans le mot AAB? 3. Combien y a-t-il de lettres dans le mot AAB? 3. Y a-t-il une autre réponse? Monsieur, il y en a 2. 2, exactement. 2. Nous avons A et B. 2 lettres. D'accord? Par contre, la lettre A, elle est doublée. Donc, une fréquence de 2. D'accord? Lorsqu'on dit AAB, lorsqu'on dit AAB, donc il y a 2 lettres. Il y a la lettre A et la lettre B. Par contre, le A est doublé. Donc, pour avoir la longueur, on dira que la somme des occurrences des différents symboles le constituant. Les occurrences de A, c'est 2. L'occurrence de B, c'est 1. Donc, la longueur, ça va être 2 plus 1 qui est 3. D'accord?
elle est notée LG oméga, elle est notée LG oméga ou bien oméga entre des barres verticales, ce qu'on appelle la valeur absolue de oméga. Donc la longueur, on la note soit longueur de oméga ou bien la valeur absolue de oméga. D'accord? Alors, formellement, ça c'est une définition informelle. Informelle, c'est-à-dire juste l'idée. Mais à chaque fois, justement, à chaque fois, on donne la définition informelle, l'idée. Ensuite, on donne la définition formelle, c'est-à-dire mathématique, exacte. Alors, si je vous demande de définir mathématiquement, formellement, la fonction longueur ou bien l'opération longueur. Alors, on va la définir comme suit, suivi parce qu'il s'agit de la première définition. Je dirais que longueur de y égale 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Étant donné que y, c'est le mot vide, il n'y a aucune lettre. Donc, la somme des occurrences est 0. Donc, la longueur de y égale toujours 0. Maintenant, la longueur de A égale 1, quel que soit A qui appartient à X. Dites-moi A, dans ce cas, c'est quoi A? Il est quoi dans ce cas? A appartient à X, ça veut dire quoi? Il est quoi? Une lettre. Une lettre, pas un mot, Marwa. C'est pas un mot ici, c'est une lettre. Parce que j'ai dit A appartient à X. D'accord? Donc, c'est une lettre. D'accord? Donc, la longueur d'une lettre égale 1. N'importe quelle lettre, sa longueur égale 1. Et maintenant, la définition d'un mot, et suivez bien s'il vous plaît. La longueur de A oméga, égale 1 plus la longueur de oméga. Quel que soit A qui appartient à X, et quel que soit oméga qui appartient à X étoile. Suivez bien, hein? La longueur de A oméga. Dites-moi, A oméga, c'est quoi A oméga? Alors, je pose la question. Concaténation de 1 et du mot oméga. Très bien. Oui, c'est exactement ça, monsieur. C'est exactement ça. C'est la concaténation d'une lettre, avec un mot. D'accord? Donc, la concaténation d'une lettre avec un mot, ça donne un nouveau mot. Donc, A oméga, si vous voulez, c'est oméga prime, par exemple. Donc, A oméga, un nouveau mot, c'est quoi sa longueur? C'est 1 plus la longueur de oméga, c'est-à-dire la longueur de la lettre plus la longueur de ce qui reste. Et cela, quel que soit A appartient à X, quelle que soit la lettre et quel que soit le mot. D'accord? Dites-moi si vous avez compris, si vous suivez. Cette définition, elle est quoi? Comment on va la nommer, cette définition? La longueur de A oméga égale 1 plus la longueur de oméga. C'est une définition? Récursive. Récursive, exact, mademoiselle. C'est exactement ça. C'est une définition récursive. Regardez, je suis en train de définir longueur. Le but, c'est de définir longueur. Je définis longueur en fonction de longueur. C'est typiquement la récursivité. Mais, sauf que j'ai appliqué le principe de la récursivité. La récursivité, c'est la longueur d'un mot composé d'une lettre avec un mot. C'est 1 plus la longueur de ce qui reste. Donc, j'ai décomposé le problème en sous-problèmes de même nature. Longueur, mais de taille réduite. Maintenant, la longueur de oméga égale quoi à votre avis? La longueur de oméga. La longueur de oméga. De la même manière. Non. Oméga appartient à X étoile. C'est un mot, jeune homme. C'est pas 0. Oméga appartient à X C'est la étoile. somme des occurrences des lettres qui le composent. Ça, c'est la définition informelle. Mais pour voilà, c'est M. Abdelzak Brahim qui répond. La longueur de oméga, c'est quoi? Oméga de lui-même, il est composé d'une lettre avec un autre mot. Donc, j'applique la même chose. La récursivité, c'est le principe de la récursivité. Exact, Karim, exact. Karim a répondu en privé. Tu peux répondre en public, Karim, parce que ta réponse est juste. D'accord. Donc, Il oméga. répond à le chat public. Ah. Mais pour certains, il est désactivé. Je suis en train de lire en privé. Bon, ça, c'est un détail. Alors, on continue.
Et puis, la longueur de oméga, ça, c'est la longueur, oméga lui-même est composé d'une lettre avec oméga prime. Donc, ça va être 1 plus la longueur de oméga prime. La longueur de oméga prime lui-même, il est composé d'une lettre avec un mot, etc., jusqu'à arriver au cas de base. D'accord? Jusqu'à arriver à un mot composé d'une seule lettre. Et dans ce cas, sa longueur égale 1. Donc, c'est une définition récursive. Les deux premiers cas, c'est les cas de base. Et le troisième cas, c'est le cas général, c'est le cas de la récursivité. D'accord? Voilà. Donc, vous prenez le mot, et à chaque fois, vous le décomposez en une lettre avec un mot, une lettre avec etc., jusqu'à arriver à un mot composé uniquement d'une lettre, et ça va être le cas de base, et on s'arrête. Exemple, longueur de AB égale 2, longueur de ABA égale 3, longueur de ABB égale 3. Alors, nous avons dit que c'est la somme des occurrences des différents symboles. C'est vrai, c'est la définition formelle exacte, mais quelqu'un qui veut pas se casser la tête, donc la longueur d'un mot, finalement, vous comptez 1, 2, 3 et vous aurez le 3. D'accord? 1, 2, 3 et vous aurez 3. Mais formellement, au fond, c'était la somme des occurrences. Par exemple, pour le mot ABB, l'occurrence de A, c'est 1. Et l'occurrence de B, c'est 2. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. Voilà. Remarque? Alors, si je fais oméga, la valeur absolue de oméga, et je mets un petit a ici. D'accord? Cela veut dire quoi, s'il vous plaît? Cela veut dire que je désigne le nombre de a dans le mot oméga. D'accord? Donc, ici, c'est le nombre de a dans oméga. Vous avez compris? Donc, si je ne mets rien, ça va être la longueur de oméga. Si je mets avec la valeur absolue un petit a, donc ça va donner le nombre de a dans le mot oméga. La fonction longueur est une application de x étoile vers n. Est-ce que vous vous rappelez de la définition de l'application? D'accord? Une application, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux éléments de x étoile peuvent avoir la même image, peuvent avoir la même longueur. Mais un élément de x étoile ne peut pas avoir deux longueurs, ne peut pas avoir deux images. C'est ce qu'on appelle l'application. Ça, on l'a vu au lycée. D'accord? C'est-à-dire deux mots différents peuvent avoir la même longueur. Exemple, ABA ou ABB 3, 3. Donc, deux mots différents avec les mêmes longueurs. Cependant, un même mot ne peut jamais avoir de longueur différente. D'accord? Voilà. Ceci, c'est pour la fonction longueur. Troisième opération, c'est l'opération miroir. Et je pense que nous avons déjà une idée miroir à travers les manipulations que nous avons vues en algorithmique. Donc, on appelle le mot miroir d'un mot oméga. Donc, vous avez un mot oméga. On appelle le miroir de oméga noté mir de oméga ou bien oméga R. On va le noter mir de oméga ou bien oméga R. Le mot obtenu en inversant les symboles de oméga. D'accord? Vous prenez oméga et vous allez inverser les lettres, c'est tout. D'accord? Par exemple, si oméga égale A1 jusqu'à AN, de A1 jusqu'à AN, alors le miroir de oméga, ça va être de AN jusqu'à AN. C'est-à-dire le premier élément devient le dernier, le deuxième devient l'avant-dernier, et le dernier devient le premier. Il suffit d'inverser. D'accord? Formellement. Ça, c'est la définition informelle. C'est l'idée de l'opération. Ça, c'est l'idée. Si je veux formaliser, alors, miroir de Y. C'est Y. Parce que c'est un mot qui ne contient aucune lettre. D'accord? Donc, le miroir de Y, c'est Y. Le miroir de A égale A. Et ceci, quel que soit A qui appartient à X, quelle que soit la lettre de l'alphabet, si vous prenez un mot composé d'une seule lettre, le mot, il est égal à son miroir. D'accord? Puisqu'il y a une seule lettre. Elle est la première et la dernière en même temps. Donc, le miroir de A, c'est A. Par contre,
ce qui est intéressant, c'est miroir de A oméga. Alors, A oméga, c'est quoi A oméga? C'est le mot obtenu par la concaténation d'une lettre avec un mot oméga. D'accord? Alors, le miroir de A oméga égale le miroir de oméga concaténé à A. Et ceci, quel que soit A qui appartient à X, c'est-à-dire quelle que soit la lettre et quel que soit le mot. Alors, comment on a obtenu ça? Dans le mot A oméga, A c'était la première lettre, donc elle devient la dernière lettre. Et je prends le reste et je lui applique le miroir. D'accord? Donc le miroir de oméga, oméga lui-même, il est composé d'une lettre avec du reste. Pour avoir le miroir, je prends sa lettre, je la mets à la fin, tout à fait à la fin, et j'applique le miroir sur le reste, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au cas de base. Jusqu'à arriver à un cas de base qui est quoi? Là où le mot est composé d'une seule lettre. Alors, finalement, miroir, il suffit d'inverser l'ordre des lettres constituant le mot. Exemple, le mot ABBA, son miroir, c'est quoi? C'est AABBA. D'accord? Le premier devient le dernier et le dernier devient le premier. Donc, il suffit d'inverser l'ordre des lettres. Le miroir du ABA, par exemple, vous avez ABA et le mot lui-même, parce que c'est un mot palindrome. D'accord? Un mot palindrome, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Donc, si vous inversez l'ordre des lettres, vous allez retomber exactement sur le même ordre. Donc, c'est un cas très particulier. Avec une remarque, le miroir du miroir, s'il vous plaît. Vous prenez un mot, par exemple le mot, vous lui appliquez le miroir. Donc, vous aurez un mot inversé. Ensuite, vous prenez le mot inversé, vous lui appliquez le miroir une deuxième fois. Donc, vous allez retomber sur le mot initial. D'accord? Donc, le miroir du miroir, c'est le mot lui-même. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, c'est le mot, c'est le mot initial. Voilà, c'est le mot initial, tout à fait. Je prends oméga, je lui applique deux fois le miroir, je vais retomber sur le mot initial, tout à fait. Alors, donc, je pense que c'est des définitions. Je pense et j'espère qu'il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. C'est bon? Parfait. Très bien. On continue. Alors, maintenant, une nouvelle opération. Parfait. Une nouvelle opération qui s'appelle puissance. Puissance. Alors, c'est quoi la puissance d'un mot? Suivez là, hein? C'est quoi la puissance d'un mot? Alors, la puissance d'un mot oméga est définie par récurrence de la manière suivante. Donc, c'est une opération récurrente. D'accord? Donc, oméga puissance 0 égale epsilon. Ça, c'est intéressant. Oméga. Quel que soit oméga. Donc, oméga puissance 0, ça donne epsilon, ça donne le mot vide. D'accord? Ça donne l'élément neutre en quelque sorte. Donc, oméga puissance 0, c'est égal epsilon et ceci, quel que soit oméga. D'accord? La définition générale, oméga puissance n plus 1, c'est oméga n concaténé à oméga, tout simplement. Et ceci, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, oméga puissance 2, c'est quoi? C'est oméga concaténé à oméga. Oméga puissance 3, c'est oméga concaténé à oméga 3 fois. Donc, mettre le mot devant lui-même, à côté de lui-même, un nombre de fois. D'accord? Donc, oméga n plus 1, c'est oméga n avec oméga. D'accord? Donc, à chaque fois, je concatène oméga. Exemple, les puissances du mot ABB. Par exemple, vous prenez le mot ABB. Alors, ABB puissance 0, c'est epsilon, toujours. D'accord? ABB puissance 1, donc c'est ABB, le mot lui-même. D'accord? Le mot lui-même. ABB puissance 2, c'est le mot lui-même, concaténé avec lui-même, deux fois. D'accord? ABB puissance 3,
C'est quoi? C'est le mot ABB, concaténé à ABB, concaténé à ABB 3 fois. Donc, etc. 3 fois, 4 fois, et jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, la puissance, c'est une concaténation. Donc, oméga puissance 2, c'est oméga concaténé à oméga. Oméga puissance 5, c'est oméga concaténé à oméga 5 fois. Oméga puissance n, c'est oméga concaténé à oméga n fois, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est la puissance. Maintenant, factorisation. L'opération de factorisation, et on trouve le mot facteur, le sous-mot facteur. Et on a vu ça au niveau de l'algorithmique et même les manipulations en langage C en première et en deuxième année. Les facteurs, par exemple, je vous donne un mot, une chaîne de caractères, et je vous demande de tirer toutes les sous-chaînes. D'accord? Les sous-chaînes, les parties du mot. Donc, ces parties du mot, on les appelle les facteurs d'un mot. Les facteurs d'un mot. Alors, on va donner maintenant la définition formelle, la définition exacte. Soit V et W, deux mots de X étoile. Deux mots quelconques de X étoile de l'ensemble de toutes les combinaisons possibles. D'accord? Alors, V est facteur. On dira V est facteur ou sous-mot. D'accord? L'un ou l'autre du mot oméga ou du mot W. Si seulement si il existe deux mots U1, U2 appartenant à X étoile tels que oméga égale U1 concaténé à V concaténé à U2. D'accord? Alors, essayez de comprendre cette formule. Elle est simple. On dira que V est un sous-mot de oméga. Vous voyez? Un sous-mot ou bien une partie de oméga. Si j'arrive à trouver deux mots oméga U1 et U2, d'accord, tel que si je concatène U1 à V, le tout concaténé à U2, ça me donne oméga. D'accord? Dans ce cas, on dira que V, c'est une partie de oméga, une partie, un facteur. D'accord? S'il y a de part et d'autre des parties qui sont U1 et U2, tel que si je concatène les trois dans l'ordre, j'aurai le mot oméga. Est-ce que vous voyez bien que V est une partie de oméga, une partie, un sous-mot, d'accord, un sous-mot, parce que j'ai trouvé U1 et j'ai trouvé U2, deux mots quelconques qui appartiennent à X étoile, tels que si je concatène U1 avec V, avec U2, je retombe sur oméga. D'accord? Alors, ce qu'il y a lieu de noter, si vous avez remarqué, sur U1 et U2 appartiennent à X étoile. Ça veut dire quoi qu'ils appartiennent à X étoile? Dites-moi. Ils peuvent être égales à epsilon. Exact, mademoiselle. Exact. C'est exactement ça, mademoiselle. Donc, puisqu'ils appartiennent à X étoile, donc ils peuvent être égaux à epsilon. Et si U1 et U2 sont égaux à epsilon, alors dans ce cas, on est devant quoi? Imaginez. V égale Oméga égale à W, à V. Très bien. Oméga égale V. Très bien. W égale V. Donc, premier résultat, déduction, chaque mot est sous-mot de lui-même. Donc, chaque mot est facteur de lui-même si on applique la définition. Puisqu'on n'a rien dit sur U1 et U2, donc ils peuvent être epsilon. Et s'ils peuvent être epsilon, j'aurai une égalité entre W et V. Et dans ce cas, V, chaque mot est sous-mot de lui-même. Très bien. Parfait. Donc, on continue. Apparemment, ça va. Donc, le mot V, Selma Belkhair me demande de reprendre. Selma, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que U1 et U2 appartiennent à X étoile, n'appartiennent pas à X plus. Donc, ils peuvent être epsilon les deux. Et s'ils sont epsilon, s'ils sont égaux epsilon les deux, allez, tu vas remplacer ici. Tu as epsilon concaténé à V, concaténé à epsilon. Et nous avons dit que n'importe quoi concaténé à epsilon, ça donne le n'importe quoi. Donc, epsilon concaténé à V, ça donne V. Ou le V concaténé à epsilon, ça donne V. Donc, je vais avoir que V, je vais avoir le résultat suivant. V égale W. D'accord?
Donc, le mot V est sous-mot de W. Et puis, il y a égalité, donc je peux déduire que chaque mot est sous-mot de lui-même. J'espère que c'est clair, Selma. Parfait. Maintenant, une nouvelle définition. Le mot V est facteur propre. On a ajouté le mot propre, l'adjectif propre. Donc, on parle de facteur tout court ou bien facteur propre. Le mot V est facteur propre du mot oméga. Maintenant, c'est U1 différent de epsilon et U2 différent de epsilon. C'est-à-dire, on ne tolère pas que U1 et U2 soient égaux à epsilon. Il faudrait qu'il soit au moins une lettre. Au moins une lettre. Et dans ce cas, on parlera de facteur propre. D'accord? Bien sûr, on peut maintenant faire une translation sur le facteur gauche. Alors, le mot V est facteur gauche ou bien préfixe. Nous avons vu ces définitions algorithmiques. C'est U1 égale epsilon. Alors, imaginez que U1. Alors, j'efface. Voilà. Imaginez qu'il n'y a pas de U1. U1 égale epsilon. D'accord? Donc, W égale VU1, VU2. Donc, V, ça va être un facteur gauche de W. Lorsque U1 égale epsilon, V, ça va être un facteur gauche. Et pareil, supposons qu'il n'y a pas U2. Il y a uniquement U1. Donc, j'aurai W égale U1V. Et dans ce cas, V sera un facteur droit de oméga. On dira facteur droit ou bien suffixe. Exemple, soit le mot oméga AA BBA. Alors, nous avons, je vérifie l'heure, s'il vous plaît. Alors, soit le mot AAB, etc., nous avons le mot V1. Le mot V1, c'est ABB. Alors, et facteur de oméga, c'est un facteur propre. Le mot ABB, celui-là, est un facteur propre. Pourquoi? Parce qu'il y a U1 différent de epsilon et U2 qui est différent de epsilon. Dans ce cas, on dira que ABB est un facteur propre. D'accord? Le mot AAB, les trois premières lettres, est un facteur gauche de oméga. Parce que tout à fait à gauche, il y a epsilon. D'accord? C'est-à-dire dans le cas où U1 égale epsilon. Et le mot V3BA, ce mot-là, les deux dernières lettres, d'accord? Les deux dernières lettres, c'est un facteur droit du mot initial. Pourquoi? Parce que U2 qui est epsilon dans ce cas. U2 qui est epsilon. D'accord? Voilà. OK, donc ça c'était le niveau des mots. D'accord? Le niveau mot. Donc un mot, c'est une combinaison de lettres. Il y a plein d'opérations. Nous en avons vu 5, des opérations qu'on peut appliquer sur les mots. Alors, ce qu'il y a lieu de noter, ces opérations, ces 5 opérations, nous les avons vues dans le cadre des mots. Il faut bien les comprendre parce qu'on va les voir par la suite dans le cadre des langages. Donc, on va reprendre ces opérations, mais dans le niveau langage. D'accord? Voilà. Allez, donc on attaque le 3e niveau, s'il vous plaît. Donc maintenant, le niveau langage. On se situe au niveau langage. C'est le 3e niveau. Il y a l'alphabet, ensuite on est monté au niveau mot. Maintenant, nous sommes au niveau langage. C'est quoi la définition formelle, la définition mathématique d'un langage? C'est quoi un langage? Alors, soit X, un alphabet. Toujours, le point de départ, c'est le même. Un alphabet, un ensemble fini d'éléments qu'on appelle alphabet. Donc, soit X, un alphabet. On appelle langage formel, c'est-à-dire un langage mathématique, bien défini, bien cerné. On appelle langage formel défini sur X, tout sous-ensemble de X étoile. Voilà, donc une partie de X étoile. Parce que X étoile, c'est quoi X étoile? C'est toutes les combinaisons possibles, tout ce qu'on peut imaginer sur l'alphabet X. D'accord? Une partie de X étoile, ça va être un langage. D'accord? Donc un langage, c'est une partie de X étoile ou bien un sous-ensemble de X étoile. Exemple? Allez. L1, c'est l'ensemble des mots qui commencent par A. Alors, l'ensemble des mots de AB étoile.
D'accord. Donc, l'alphabet, là, c'est A, B. L'alphabet A, B. Donc, X, c'est A, B. D'accord? X étoile, c'est quoi X étoile? X étoile. C'est toutes les possibilités sur l'alphabet A, B. C'est-à-dire, on commence par Y, A, tout seul, le B tout seul, le AB, BA, AAB, toutes les possibilités. Maintenant, on considère un nouveau langage L1. L1, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots de AB étoile, c'est-à-dire des mots qui appartiennent à X étoile, mais nous avons ajouté une condition supplémentaire. Nous avons retenu uniquement les mots qui commencent par A. D'accord? Alors, dites-moi, quels sont les éléments de L1? Allez-y. Les éléments de L1. A, 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 B, A, A, B. Voilà. Le mot vide, non. Le mot vide ne commence pas par un A, justement. Faites attention. Ici, le mot vide n'appartient pas. Parce que moi, je vais retenir les mots qui commencent par A. Donc, le plus petit mot. Et puis, apprenez cette habitude, s'il vous plaît. À chaque fois, je vous demande un exemple. Commencez par les exemples les plus simples. D'accord? Les plus simples, c'est-à-dire un mot composé d'une lettre, ensuite deux lettres, ensuite trois lettres, et essayez de généraliser par la suite. Donc, le plus petit mot, c'est A. Donc, A commence par A. Donc, il appartient au langage. Le mot AA, d'accord, composé de deux lettres, il commence par A. Donc, il appartient à L1. Le mot AB, il commence par A, donc il appartient à L1. C'est bon. Le mot AAA, il commence par A, il est composé de trois lettres, donc il appartient, et ainsi de suite. Donc L1, vous voyez, L1, c'est les mots qui commencent par A, et c'est une partie de X étoile. Pourquoi? Parce que X étoile, c'est toutes les combinaisons possibles, toutes les combinaisons possibles. Maintenant, on s'est intéressé à un sous-ensemble de X étoile qui est le L1. D'accord? Donc, on peut représenter L1 avec cette manière. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un ensemble infini? Est-ce que vous êtes d'accord que L1 est infini? Oui, monsieur. Eh bien oui, toutes les possibilités, tous les mots qui commencent par A, il y a une infinité. Donc L1, c'est un ensemble infini. D'accord? Pour le représenter, une des manières, vous écrivez A oméga. Donc L1 finalement, c'est l'ensemble des mots qui s'écrivent comme étant la concaténation d'une lettre avec un mot. Et ce mot, c'est du n'importe quoi. Faites attention, le oméga qui est n'importe quoi. Mais les mots de L1 commencent tous par A. Donc A auquel j'ajoute le n'importe quoi. D'accord? Donc L1, voilà, donc c'est la représentation de L1 et il faut noter que L1 est infini. Deuxième langage. Alors, L2, c'est l'ensemble des mots de AB étoile de longueur strictement inférieure à 3. Allez, une condition, je vous demande de me donner tous les mots de AB étoile, tous les mots qui vérifient la condition que la longueur est strictement inférieure à 3. Allez-y, essayez de me donner L2. Epsilon. Exact. Maintenant, Epsilon, il appartient. Pourquoi Epsilon, il appartient? Oui, Longueur 0. très bien, parce que la longueur égale 0, tout à fait. Ici, Epsilon, il appartient. Donc, c'est bon, je suis en train de recevoir les bonnes réponses, donc c'est bon. Donc, finalement, exact, comme vous l'avez dit. Donc, il y a Epsilon, il y a le A, il y a le B. N'oublie pas le B seulement. Tu n'as pas donné le B. Il y a le B, il y a le AA, il y a le AB, il y a le BA, il y a le BB. D'accord? Toutes les combinaisons possibles, mais à condition que la longueur soit strictement inférieure à 3. C'est-à-dire la longueur, ça va être 0, 1 et 2. D'accord? C'est uniquement ces mots, hein, pas autre chose. Donc, qu'est-ce que vous remarquez que L2 est C'est un ensemble fini. fini? Exact, fini. D'accord? Donc, L2, c'est un langage fini. D'où on commence à voir la notion de finitude. Donc, finalement, les langages peuvent être finis ou infinis. D'accord? Pour ce cas, L1 est infini et L2 est fini. J'arrive à cerner tous les mots. J'arrive à les énumérer. Voilà. Alors, quelques remarques générales, s'il vous plaît.
Donc, un cas particulier dans le langage qu'on appelle le langage vide. Un langage vide est un langage qui ne contient aucun mot. D'accord? Puisque les langages, c'est des ensembles. Donc, on peut envisager un ensemble qui ne contient aucun mot. Le langage vide. Donc, il est noté comme ça, la notation ensembliste, l'ensemble vide. Donc, le langage vide, c'est un langage qui ne contient aucun mot. Deuxième type de langage, si vous voulez, quoique le premier est considéré comme étant un cas très particulier, on ne peut pas le considérer comme un type de langage. D'accord? C'est un cas très particulier. Alors, il y a ce qu'on appelle les langages finis. Donc, un langage fini est un langage qui contient un nombre fini de mots. C'est-à-dire, j'arrive à cerner les mots, j'arrive à les énumérer. Par exemple, le langage L2 de tout à l'heure, celui qui a des longueurs strictement inférieures à 2, vous l'avez inférieur à 3, vous l'avez trouvé vous-même qu'il s'agit d'un langage fini. D'accord? Donc, un langage fini peut être décrit par l'énumération des mots qui le composent. Et suivez bien ce que je vais dire là, c'est important. Alors, pour les langages finis, le problème de leur étude ne se pose pas. C'est simple pour étudier un langage fini. Pourquoi c'est simple? Parce que tout ensemble fini, j'arrive à énumérer les mots, j'arrive à les cerner, donc je pourrais les étudier facilement. Tout ce qui est fini, j'arrive à l'étudier, donc il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas au niveau des langages finis. Les langages finis sont simples à étudier. D'accord? Pourquoi ils sont simples? Parce que j'arrive à énumérer. Voici par exemple un langage fini, voici les mots oméga 1, oméga 2, oméga 3, jusqu'à oméga 1000. 1000 mots, c'est bon, je les ai, d'accord? Donc je pourrais étudier ce langage facilement, d'accord? Donc pour le cas des langages finis, le problème ne se pose pas, le défi n'est pas là, d'accord? Le défi est ailleurs. Le défi est au niveau des langages infinis. Ça, c'est intéressant. Comment étudier les langages infinis, justement? D'accord? Alors, un langage infini est un langage qui contient une infinité de mots. Dans l'exemple précédent, L1 est infini. D'accord? Et voilà, ça, c'est intéressant. Le défi est là. Comment étudier les langages infinis? Alors, vous allez me dire les langages infinis. Alors, juste pour vous sensibiliser au problème. Alors, si je vous demande de me donner tous les noms de variables en langage C, vous avez tous programmé en langage C. Vous déclarez des variables. Vous donnez des noms pour les variables. Est-ce que vous pouvez me donner tous les noms des variables du langage C? Est-ce que vous pouvez le faire? Non, monsieur. Non. On ne peut pas le faire parce qu'il y a une infinité de noms. Quelqu'un veut nommer sa variable A, l'autre il va la nommer AA, c'est un nom valide. L'autre il va la nommer AAA, c'est un nom valide. Il y a une infinité de noms. Et pourtant, le langage C arrive à gérer ce phénomène. C'est-à-dire, il arrive à détecter si le nom est valide, oui ou non, sachant que le nombre des noms est infini. Vous voyez, ça c'est intéressant. C'est-à-dire comment étudier les langages infinis? Comment savoir est-ce qu'un mot est valide, oui ou non, sachant qu'il appartient à un langage infini que je ne peux pas cerner? Je ne peux pas avoir tous les noms. Et pourtant, j'arriverai à décider si le nom est valide, oui ou non. Vous avez compris? Voilà. Donc, l'intérêt, le défi, en particulier de la théorie des langages, tel que vous allez le voir dans ce module, on va s'intéresser aux langages infinis. On va les étudier. Quelles sont les propriétés, l'appartenance, la génération, etc. On va s'intéresser aux langages infinis parce que les langages finis sont simples à étudier. D'accord? Voilà. Alors, déjà, je vous donne un avant-goût. Alors, de façon générale, un langage infini peut être décrit par, c'est-à-dire comment étudier justement, comment appréhender ces langages infinis. A priori, il est infini. Comment l'étudier? Alors, parmi les méthodes, parmi les façons d'étudier ces langages infinis, premièrement, application d'opérations à des langages plus simples. D'accord? L'idée, c'est quoi? Si je te donne un langage infini qui est a priori compliqué,
Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le décomposer en sous-langage plus simple à étudier. Ensuite, tu combines ces sous-langages pour avoir le langage en entier. Vous avez compris? C'est-à-dire, elle est infinie, a priori difficile. Je ne peux pas l'étudier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'écrire elle sous forme de l'union, par exemple, ou bien l'intersection de deux autres langages qui sont simples à étudier. Donc, je vais éclater elle et je vais le représenter comme étant L égale, par exemple, L1 union L2. Et je vais étudier L1 à part, ensuite L2 à part, ensuite je vais combiner mon étude et je vais déduire des choses sur le L. Est-ce que vous avez compris l'idée? Donc, au lieu de s'attaquer à un langage qui est a priori difficile à étudier, je vais essayer de le décortiquer ou bien de le décomposer en sous-langage plus simple à étudier. Donc ça, c'est la première manière, c'est la première idée pour étudier les langages a priori compliqués. L'autre méthode, l'autre manière, on va étudier un ensemble de règles appelées grammaire. Ça, c'est intéressant et ça va peut-être, c'est pratiquement le tiers de notre module. Le tiers de notre module, c'est les grammaires. Alors, juste terre à terre, c'est quoi les grammaires, par exemple? L'idée est la suivante. Je te donne un langage infini qui est a priori difficile à étudier. Donc, l'idée, c'est quoi? Au lieu d'étudier ce langage qui est infini, on va étudier les règles qui ont permis de construire ce langage. D'accord? Et ces règles sont appelées grammaires. Donc, au lieu d'étudier le langage infini, je vais étudier les règles qui ont permis la construction de ce langage infini. Parce que même si le langage est infini, ces mots sont construits selon des règles, et les règles sont finies. D'accord? Donc, l'idée, au lieu d'étudier les mots qui sont en nombre infini, je vais étudier les règles qui ont permis de construire ce langage. Ces règles s'appellent les grammaires. Et ça va être tout un chapitre dans le cadre de notre module. Vous avez compris? Donc, une manière, le défi pour nous le plus important, c'est d'étudier les langages infinis. Comment? Soit en les décomposant éventuellement en sous-langages plus simples, soit en étudiant les règles qui permettent de construire ces langages. Je ne peux pas appréhender le langage tel qu'il est parce qu'il est difficile ou bien il contient un nombre infini de mots. Par contre, je peux étudier les règles qui sont en nombre fini, les règles qui permettent de construire ce langage, et ces règles s'appellent les grammaires. Voilà, ça c'est intéressant, très intéressant. OK, on continue sur les définitions. Donc, un langage est dit propre s'il ne contient pas le mot vide. Un cas particulier de langage, par exemple, le langage est dit propre s'il ne contient pas le mot vide. L2 de tout à l'heure, il contenait le mot vide, n'était pas propre. Par contre, L1, bien qu'il était infini, mais il était propre parce qu'il n'y a pas le mot vide. Maintenant, faites attention, s'il vous plaît. Le langage vide, celui-là, le langage vide, il est différent du langage qui contient le mot vide. Faites attention. Ce langage ne contient aucun mot, d'accord? Et ce langage contient un seul mot qui est le mot vide, d'accord? Donc, c'est différent. Faites attention. Ici, nous avons un mot quand même, hein? Mais c'est le mot vide, le epsilon. Ici, nous n'avons aucun mot. Voilà. C'est bon jusqu'à maintenant? C'est bon? Des questions? Tel que je l'ai dit, j'essaye d'avancer parce que c'est simple, relativement simple. C'est des définitions. Le plus intéressant qui nous attend par la suite. C'est bon? Envoyez-moi des messages pour me rassurer, s'il vous plaît. OK. Et je vais vous envoyer le cours par la suite. Hein. Pas de panique, je vais vous envoyer le cours en format PDF. Essayez juste de comprendre. Voilà, essayez juste de comprendre, de suivre les explications. Vous aurez le support numérique par la suite. Alors, maintenant, nous avons défini le langage. C'est quoi un langage? Quelques cas particuliers, l'intérêt, le défi. Maintenant, les opérations sur les langages. Les opérations sur les langages. De la même manière que pour les mots. Nous avons vu les mots, ensuite les opérations sur les mots. Maintenant, nous avons vu les langages. On verra maintenant les opérations sur les langages.
D'accord? Qu'est-ce qu'on peut appliquer sur les langages? Alors, première remarque. Les langages étant des ensembles. Les langages étant des ensembles. D'accord? Donc, on peut effectuer sur eux les opérations définies sur les ensembles. Les opérations classiques que nous avons vues dans le cadre de la théorie des ensembles. D'accord? Alors, dites-moi, c'est quoi ces opérations? Quelles sont les opérations? Voilà. Très bien. Union, intersection, évidemment. Très bien. Parce que n'oubliez pas, un langage, c'est quoi? C'est un ensemble. Donc, je peux appliquer sur les langages qui sont des ensembles les opérations usuelles que nous avons vues déjà. D'accord? Les opérations usuelles de la théorie des ensembles qui sont l'union, l'intersection, le complément, etc. Donc, première catégorie d'opérations. Et ici, suivez s'il vous plaît, parce qu'il y a deux catégories d'opérations. Il y a les opérations qui sont issues de la théorie des ensembles, c'est-à-dire l'union, l'intersection, etc., les opérations classiques que nous avons déjà vues. Il y a une deuxième catégorie d'opérations qui sont les opérations propres à la théorie des langages. D'accord? Donc, il y a deux types d'opérations. Je vais expliquer. Hein. J'introduis juste la section. Donc, premier type des opérations, c'est classique. Un langage, c'est quoi? C'est un ensemble. Et je sais c'est quoi l'union de deux ensembles, quand même. Donc, on ne va pas refaire ça. Alors, l'union. Alors, finalement, L1 union L2. L1 langage et L2 langage. Donc, l'union de deux langages, c'est quoi l'union? C'est l'ensemble des mots oméga, tel que oméga appartient à L1 ou oméga appartient à L2. D'accord? L'un ou l'autre. Donc, finalement, c'est l'ensemble qui contient tous les mots de L1 et L2. C'est l'union au sens classique, hein. Aucune nouveauté, au sens classique. L'intersection, c'est quoi l'intersection de deux langages? C'est l'ensemble des mots qui appartiennent au premier langage et appartiennent au deuxième langage. D'accord? C'est-à-dire, c'est les mots communs entre deux langages. Intersection au sens classique. Le complément, c'est quoi le complément? Le complément d'un langage. Alors, le complément d'un langage, on l'a toujours noté bar, on l'a vu, c'est l'ensemble des mots oméga qui appartiennent à X étoile et oméga n'appartient pas à elle. D'accord? Le complément. Déjà, on parle toujours de complément par rapport à un ensemble. C'est-à-dire, le sens, c'est quoi? On veut compléter L. Compléter L pour avoir quoi? Pour avoir X étoile. D'accord? Parce que X étoile, c'est toutes les combinaisons possibles. Donc, L bar, le complément de L, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent à X étoile et qui n'appartiennent pas à L. D'accord? C'est bon? C'est-à-dire tous les mots qui n'appartiennent pas à L. Allez, rapidement, dites-moi si vous avez compris, si vous suivez, quel est le résultat de cette définition? L bar, c'est l'ensemble des mots qui n'appartiennent pas à L. C'est-à-dire qui appartiennent à X étoile et n'appartiennent pas à L. D'accord? Alors, dites-moi le résultat, qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire sur L et L bar? L bar est un ensemble fini. Pas nécessairement. L plus L X étoile. Répétez. X étoile est égal à L plus L bar. Exact, mademoiselle, c'est exactement ça. C'est exactement. Finalement, X étoile, c'est égal L union L bar. Parce que L bar, c'est quoi? C'est les mots qui appartiennent à X étoile, ils n'appartiennent pas à L. Donc finalement, un mot qui appartient à X étoile, soit qu'il appartient à L, soit qu'il n'appartient pas à L. S'il n'appartient pas à L, donc il appartient à L bar. Donc finalement, voilà, finalement, un résultat intéressant. L union L bar, c'est toujours X étoile. C'est l'ensemble X étoile. Parce qu'un mot, soit qu'il appartient à L, soit qu'il n'appartient pas à L. S'il n'appartient pas à L, donc il appartient à L bar. Voilà, donc un résultat intéressant. Donc X étoile égale L union L bar. La différence, l'autre opération classique sur les ensembles, L1 moins L2. D'accord? Un ensemble moins un ensemble, c'est les mots qui appartiennent à L1 et qui n'appartiennent pas à L2. D'accord? Voilà, donc nous avons la différence entre les ensembles,
c'est les mots qui appartiennent à L1 et n'appartiennent pas à L2. Le produit de deux ensembles. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de ça parce que nous l'avons vu, d'accord? Alors, le produit de deux ensembles, L1 fois L2, le produit de deux ensembles, c'est l'ensemble des couples oméga 1, oméga 2, tel que oméga 1, erreur de frappe, hein, oméga 1 appartient à L1 et oméga 2 appartient à L2. C'est-à-dire, c'est les couples tels que la première composante appartient au langage L1 et la deuxième composante appartient à L2. C'est toutes les possibilités. C'est-à-dire, je prends un mot de L1, je vais le combiner avec tous les mots de L2. Ensuite, je prends le deuxième mot de L2, je vais le combiner avec le deuxième mot de L1, je vais le combiner avec tous les mots de L2. Troisième mot de L1, je vais le combiner avec tous les mots, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous avez compris, dites-moi, ça vous rappelle quoi ça? Bien, on va nommer ça quoi? Ce produit, on l'appelle? On l'appelle le produit? Le cartésien. Exact, monsieur qui a répondu, exact, Raoula qui a répondu. C'est le produit cartésien. C'est-à-dire, tu prends tous les mots de L1 un par un, et pour chaque élément de L1, tu vas le combiner avec tous les éléments de L. Voilà. C'est le produit cartésien. Nous l'avons vu, les maths, c'est la définition classique. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ces opérations, c'est les opérations classiques. Ces opérations sont héritées. Nous les avons ramenées de la théorie des ensembles. Et on a vu ces opérations. Donc, première catégorie des opérations, c'est les opérations issues des ensembles. Union, intersection, complément, différence, produit. Maintenant, il y a un deuxième type d'opération. Ça mérite une explication. Donc, de plus, c'est-à-dire en plus des opérations classiques, je peux définir de nouvelles opérations. Alors, c'est quoi les nouvelles opérations? Les opérations définies sur les mots de tout à l'heure peuvent être étendues aussi au langage. Les opérations que nous avons vues tout à l'heure, la concaténation, la puissance, le miroir, on peut les extrapoler, on peut les étendre au langage. D'accord? Donc, maintenant, on verra c'est quoi la concaténation de deux langages, c'est quoi la puissance, c'est quoi le miroir, etc. Allez, suivez avec moi, c'est pas difficile, pas du tout. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Alors, soit deux langages L1 et L2 respectivement définis sur les alphabets X1 et X2, et soit L, un langage défini sur l'alphabet X. Donc, nous avons deux langages, L1 et L2. Alors, on commence avec la première opération, c'est la concaténation de langages. C'est quoi la concaténation? Nous avons vu la concaténation des mots. Maintenant, la concaténation des langages. Alors, L1 concaténé à L2. D'accord? L1 concaténé à L2, c'est tous les mots obtenus par la concaténation de mots oméga 1 avec le oméga 2, tel que oméga 1 appartient à L1 et oméga 2 appartient à L2. C'est-à-dire, vous prenez tous les mots de L1 et vous allez les concaténer, vous allez les prendre un par un, bien sûr, un par un, et vous allez les concaténer à tous les mots de L2. D'accord? Vous prenez le premier mot de L1, vous allez le concaténer à tous les mots de L2. Ensuite, deuxième mot de L1, à tous les mots de L2. Troisième mot de L1, à tous les mots de L2, etc. Ça vous rappelle quoi? Ça ressemble à quoi? Produit, exact. Quel produit? Cartésien. Cartésien, exact. C'est la même idée des produits cartésiens. Donc, pour la concaténation, ayez toujours à l'esprit le produit cartésien, c'est-à-dire toutes les possibilités. D'accord? C'est bon? OK. Donc, ça, c'est le cas général. Le cas général, vous prenez tous les mots de L1 et vous allez les concaténer aux mots de L2, un par un. D'accord? Voilà. Alors, remarque. Quelques cas particuliers, s'il vous plaît. L'ensemble vide, concaténé à L1. C'est L1 concaténé à l'ensemble vide est égal l'ensemble vide. Faites attention, c'est l'ensemble vide. Ici, l'ensemble vide, c'est l'élément absorbant.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que je suis en train d'essayer de concaténer un langage avec un langage qui n'existe pas. Donc, je suis en train d'essayer de concaténer quelque chose qui n'existe même pas avec un langage existant. Donc, ceci doit donner le langage vide pour exprimer l'impossibilité de la concaténation. Je ne peux pas concaténer quelque chose qui existe avec quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Par contre, ça, je peux le faire. Le langage qui contient le Y. Ah, ça, c'est un langage qui existe. Le langage qui contient Y, concaténé à L1, si je vais le concaténer à L1, ça va donner L1 concaténé à Y et ça va donner L1. Est-ce que vous êtes d'accord que ça va donner L1? Parce que finalement, vous prenez Y, le mot Y, vous allez le concaténer à tous les mots de L1. Et je sais que Y concaténé à n'importe quoi, ça donne le n'importe quoi. D'accord? Bien sûr, le n'importe quoi dans ce cadre, c'est L1. Pareil, vous prenez tous les mots de L1, vous leur ajoutez à droite Y. Si j'ajoute à droite Y comme si je n'ai rien fait, ça donne toujours le n'importe quoi. Et le n'importe quoi ici, dans ce cadre, c'est L1. D'accord? Donc, Y concaténé à L1, ça donne L1 concaténé à Y et ça donne L1. Très bien. Ça, c'est pour la concaténation. Deuxième opération. Un petit effort, s'il vous plaît, qu'on puisse terminer. Un petit effort. Hein. À vrai dire, on avait 2 séances. Hein. Je n'ai pas voulu faire 2 séances. J'ai fait une séance, mais je vais l'étendre un peu pour terminer cette partie opération sur les langages pour que dimanche, éventuellement, on commencera les grammaires directement en présentiel. D'accord? Parce que grammaire, c'est très intéressant. Alors, langage miroir. Le langage miroir, c'est simple. Le miroir de L. Le miroir de L, c'est quoi? Comment on l'a obtenu? En appliquant le miroir sur les mots de L. C'est-à-dire, vous prenez les mots. Non, je continue, monsieur Abdelbasset. Je continue. On n'arrête pas. Alors, je prends le miroir de L. Le miroir de L. Je prends tous les mots de L et je leur applique le miroir. D'accord? Simple. D'accord? Donc, le miroir, il est simple. Vous prenez les mots, vous leur appliquez le miroir. Alors, la puissance concaténative, une autre opération. C'est très simple, c'est pas compliqué. Hein. Croyez-moi, c'est pas compliqué. Puissance concaténative. Donc, c'est les puissances. Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons vu la puissance sur les mots. Maintenant, on va la voir sur les langages. Alors, L puissance 0, toujours égale Y. Quel que soit le langage, le langage puissance 0, c'est Y. D'accord? Un cas particulier, un cas intéressant. Et Ln plus 1, c'est Ln concaténé à L. C'est-à-dire quoi, Ln plus 1? C'est le langage concaténé à lui-même 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Nous avons vu la concaténation de 2 langages tout à l'heure. Maintenant, on concatène le langage avec lui-même. D'accord? Donc, L puissance 2, c'est quoi? C'est L concaténé à L. L puissance 3, c'est L concaténé à L, 3 fois. L puissance 4, c'est L concaténé à L, concaténé. 4 fois, 5 fois, jusqu'à 1 fois. D'accord? C'est une concaténation. C'est tout. Par contre, ça, c'est intéressant et on termine bientôt. Hein. C'est bon, c'est l'avant-dernière opération. S'il vous plaît, ça mérite ici une concentration. Essayez de concentrer, s'il vous plaît. Il y a une opération intéressante qui est propre au langage. On ne l'a pas vue sur les mots. Elle est propre au langage et elle est très intéressante. On l'appelle fermeture itérative ou bien l'étoile. Ça veut dire quoi, l'étoile? L'étoile, on va la noter L étoile. D'accord? Et elle est égale à quoi? Égale L puissance 0, suivez, L puissance 0, union L puissance L1, union L puissance L2, union L puissance 3, etc., jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Ou bien, j'ai représenté ça par, c'est l'union de I supérieur à égal à 0, L puissance I. Allez, on va étudier cette formule, s'il vous plaît. Déjà, L étoile égale L0. L0, c'est quoi L0?
Epsilon. Epsilon. Exact. Première remarque intéressante. Donc, L étoile contient epsilon. Donc, quelle que soit L étoile, quelle que soit la structure, quels que soient les mots de L étoile contient toujours epsilon. Très bien. Première remarque. L puissance 1, c'est quoi L puissance 1? L puissance 1. L puissance 1, c'est L. Exactement. L puissance 1, c'est L. C'est-à-dire, je trouve le langage lui-même. D'accord? Je trouve epsilon et je trouve le langage lui-même. Très bien. Ensuite, il y a L puissance 2. L puissance 2, c'est quoi L puissance 2? L concaténé à lui-même. Très bien. C'est L concaténé à lui-même 2 fois. Donc, L puissance 2, c'est L concaténé à lui-même 2 fois. Ensuite, L puissance 3, c'est quoi? C'est L concaténé à L à lui-même 3 fois. Ensuite, 4 fois jusqu'à l'infini. Donc, en d'autres termes, L étoile contient le epsilon, contient tous les mots de L, parce qu'on trouve L, contient tous les mots qui sont obtenus par la concaténation des mots de L avec L, c'est-à-dire les mots avec eux-mêmes une fois. Ensuite, les mots de L concaténés à eux-mêmes 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à l'infini. Donc, L étoile, c'est le plus grand ensemble qu'on peut construire avec les mots de L. C'est-à-dire, vous prenez les mots de L et vous allez les combiner par n'importe quelle manière. Donc, L étoile, déjà, il y a le epsilon, il contient tous les mots de L et en plus, il contient les mots de L concaténés aux mots de L. 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à l'infini. Donc, c'est le plus grand ensemble qu'on peut construire avec les mots de L. Essayez de bien comprendre ce L étoile parce qu'on va le reprendre par la suite. Alors, c'est le dernier slide. Hein? C'est le dernier slide. Hein? Alors, l'étoile propre. Maintenant, l'étoile propre, ça c'est l'étoile tout court. C'est l'étoile tout court. L'étoile propre, c'est quoi l'étoile propre? C'est l'union, on commence à partir de L1, c'est-à-dire je ne prends pas le L0. D'accord? C'est-à-dire L plus, c'est tout à part le epsilon. Vous avez compris? Ainsi, quelle est la relation entre L étoile ou L plus? Quelle est la relation? étoile est égal à L plus union L0. Qui epsilon. Tout à fait. Exact. Donc, L étoile, c'est L plus union epsilon. Parce que la seule différence entre les deux, c'est le epsilon. D'accord? Voilà. Donc, L étoile, c'est toutes les possibilités. L plus, c'est toutes les possibilités à part epsilon. Donc, L plus, c'est L, union L2, union L3, union L4 jusqu'à l'infini. Voilà. Une petite remarque, s'il vous plaît. Une petite remarque. Si epsilon appartient à L, alors epsilon appartient à L étoile. Est-ce que vous êtes d'accord? Et epsilon appartient à L plus. Si epsilon appartient à L, un langage quelconque, possible qu'il y a epsilon dedans, possible qu'il n'y a pas epsilon. C'est un langage. Alors, supposons que epsilon appartient à L, c'est-à-dire L contient epsilon. Alors, epsilon appartient à L étoile et epsilon appartient à L plus. Pourquoi? Parce que L étoile et L plus contiennent tous les mots de L, entre autres epsilon. Donc, il appartient à L étoile. Par contre, si epsilon n'appartient pas à L, et j'espère que vous allez bien voir ce résultat, si oméga n'appartient pas à L, supposons que vous prenez un langage qui ne contient pas epsilon, alors sachez que epsilon appartient à L étoile, mais epsilon n'appartient pas à L plus. Pourquoi il appartient à L étoile? Pourquoi? D'après la définition. Parce que L étoile, elle a L0. Voilà, parce que L étoile contient L puissance 0, ou L puissance 0 égale epsilon indépendamment de L. D'accord? Donc, L étoile contient epsilon, quelle que soit la configuration de L, quel que soit le contenu de L.
Donc, si epsilon n'appartient pas à L, il appartient quand même à L étoile, mais il n'appartient pas à L plus. Ah. OK. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai arrêté l'enregistrement. Voilà, donc, nous avons vu l'alphabet, nous avons vu les mots, nous avons vu les langages, les opérations sur les mots et les opérations sur le langage. Donc, c'est une définition à vrai dire. D'accord? Définition.